L'environnement, sa qualité, notre cadre de vie. 17h50 sur France 3 Pays de la Loire. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Rendez-vous exceptionnel, en lieu et place de votre habituel 18h30 pour aborder, dans le cadre des élections législatives, il y a un petit logo qui vous l'indique, eh bien l'environnement, dans cette émission qui va durer près d'une heure, l'environnement, la nature, l'air, l'eau, tout cette terre qui nous nourrit, bref, notre cadre de vie. Autant de préoccupations que de nombreux électeurs citoyens abordent quand ils rencontrent, et c'est le cas en ce moment, des candidats aux élections législatives. Des candidats, il y en a sur ce plateau, 2 de Maine-et-Loire, qui se présentent sur la première circonscription, et puis dans un deuxième temps, deuxième débat, deuxième partie, avec 2 autres candidats, dans une vingtaine de minutes, avec 2 candidats de Loire-Atlantique. Regardez, il y a un petit QR code qui s'affiche en bas de votre écran, un lien vers notre site internet sur lequel vous retrouverez bien évidemment tout ce qui concerne ces élections dans notre région, présentation des circonscriptions, les débats qui ont eu lieu, les enjeux locaux, nationaux et des reportages, etc., etc. Bonjour François Gernigon. Bonjour Monsieur Faure. Vous êtes candidat ensemble sur cette première circonscription de Maine-et-Loire. Vous êtes arrivé en tête au premier tour avec près de 35% des suffrages. Arash Saïdi, bonjour. Vous êtes candidat également sur cette première circonscription de Maine-et-Loire pour NUP. Ou NUPES, je ne sais pas comment vous dites. Vous avez fait 29,9 au premier tour et vous êtes par ailleurs conseiller régional. Et puis en duplex avec nous, messieurs, je vous présente Joseph Gaudin, qui est à Grézemboer, c'est en Mayenne, c'est juste au-dessus de la première circonscription de Maine-et-Loire, qui est apiculteur et ancien éleveur caprin. Il va vous interpeller dans quelques instants. Et en duplex d'Angers, une ville que vous connaissez bien, évidemment, Xavier Mettet, coordinateur régional de France Nature Environnement, cette fédération de plein d'associations qui est présente sur tout le territoire et qui regroupe des associations qui s'intéressent évidemment et veulent défendre l'environnement. J'aimerais vous montrer à tous, il y a beaucoup d'hommes, il y aura des femmes dans le deuxième débat, dans une vingtaine de minutes. Regardez cette carte, que du jaune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité de notre air aujourd'hui, 15 juin, est plutôt dégradée. Et ce sera pire demain. C'est pire, c'est quand c'est rouge. Là, c'est sur le lac de Grandlieu, vous voyez. Demain, il y aura du rouge autour de Saint-Nazaire et un petit peu dans le sud-est de la Vendée. Donc c'est dû aux fortes chaleurs, mais pas seulement. Parce que si on s'intéresse à la qualité de notre eau, et là je vais vous donner un chiffre, et après on va vous entendre, 11% de nos cours d'eau et de nos rivières à l'échelon régional, pas uniquement sur le Maine-et-Loire, sont d'une qualité satisfaisante. Quand on sait que 25% sont en bon état en Mayenne et en Sarthe, et seulement 2% en Loire-Atlantique et en Vendée. Xavier Mettet, je me tourne tout de suite vers vous. Ces chiffres, je ne vous demande pas forcément de les commenter, mais ils vous interpellent, et en quoi ils donnent lieu à interpellation de votre part sur nos 2 candidats? Alors effectivement, ces chiffres nous interpellent puisque ça illustre bien la dégradation de nos masses d'eau, de nos rivières et de nappes souterraines ces dernières années. Et malgré les politiques mises en place ces dernières années, ces 10 dernières années, voire même plus, on n'arrive pas à reconquérir une bonne qualité. Et donc la question que nos associations se posent, c'est quand on va enfin passer la vitesse supérieure pour pouvoir agir efficacement sur la qualité de nos ressources en eau qui est impactée par l'industrie, l'agriculture et nos modes de vie. Eh bien, Arash Saïdi, pour le parti NUP, va vous répondre. Effectivement, vous l'avez dit, le sujet, c'est de passer à la vitesse supérieure. C'est pas de dire on a agi petit à petit, on a fait ça, mais ça prend du temps. C'est vraiment de prendre la mesure des choses, d'accompagner, que ce soit les industriels et les agriculteurs. C'est pas de dire demain on arrête tout et puis vous vous débrouillez. Mais c'est comment les accompagner concrètement? Les accompagner, ça veut dire déjà fixer un objectif et rapide, pas à 20 ans. Fixer un objectif à 3, 4, 5 ans en disant voilà, par exemple, dans 5 ans, il ne faudra plus utiliser de pesticides. Et donc, on va vous accompagner. Mais ce ne sera pas trop tard, 5 ans? Parce que là, l'urgence, je ne vais pas vous rappeler la phrase de Jacques Chirac, notre maison brûle et on regarde ailleurs, mais 5 ans, ça paraît très, très loin. Moi, je pense qu'il faut arrêter de dire aux gens, si on n'agit pas après-demain, c'est mort. Parce que ce que ça implique dans la tête des gens, c'est bon, de toute façon, c'est foutu. Il faut mettre des objectifs réalistes, vous les mettez à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce qu'un agriculteur qui doit passer du conventionnel au bio, ça ne se fait pas comme ça. Il faut qu'il réapprenne des méthodes. Quand je vous disais accompagner, c'est les accompagner dans l'appréhension d'autres méthodes, c'est que ces terres se régénèrent. Mais il faut, et aussi pour qu'ils adhèrent au discours, il faut qu'on leur donne des délais tenables. Et 3 ans, par exemple, c'est un délai raisonnable. Ni trop long. Ni trop court, ni trop long, parce que trop long, ça veut dire qu'on peut repousser ad vitam aeternam. François Gernigon. Eh bien, moi, je vais intervenir sur le domaine de l'industrie, où bien sûr l'industrie peut être polluante. Et ça vient aussi maintenant sur les nouveaux aménagements de zones d'activité, où concevoir aujourd'hui une zone d'activité est complètement différente d'il y a hier. Si je fais un comparatif sur la commune de Verrières, où on a des zones d'activité... Verrières, c'est une commune dont vous êtes maire, c'est au nord d'Angers. Au nord d'Angers, voilà. En plein développement économique, où il y a des zones d'activité qui ont déjà 10, 15, 20 ans pour certaines, avec des projets d'extension, et où la réflexion elle est complètement différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde un périmètre, et sur ce périmètre,
on va y faire des études, et des études environnementales qui concernent les zones humides qu'il faut préserver. Et puis, c'est aussi les études 4 saisons sur la flore et la faune. Il y a des contrôles qui sont faits comme ça sur toute l'année pour faire un inventaire très précis de ce qui existe en termes de faune et de flore pour pouvoir justement les préserver. Et donc, préserver, c'est bien, mais là, il y a carrément danger. Il n'y a que 11% qui sont saines, on va dire. Oui, mais justement, ça permet justement d'avoir un inventaire, d'avoir un diagnostic et de dire, ici, il ne faut pas imperméabiliser, parce que le souci aussi, quand on parle des nappes phréatiques, c'est de les renouveler et donc justement d'éviter l'imperméabilisation des sols. Donc, les zones d'activité aujourd'hui se réfléchissent d'une façon complètement différente. Donc, ça veut dire, si je vous entends bien, on peut continuer de se développer économiquement. Oui. En respectant des normes qui vont préserver l'environnement. Et en améliorant. En améliorant également l'existant, puisque les nappes phréatiques, elles existent. Et à partir du moment où on commence à apporter des solutions sur la perméabilisation des sols, on permet justement d'améliorer la qualité et la quantité de nos nappes phréatiques. On va se rendre en Mayenne. On va revenir vers vous très vite, Xavier Mettet à Angers. Joseph Gaudin à Grès-en-Boire. Vous êtes apiculteur, Joseph, et vous étiez avant éleveur caprin. Vous êtes sur une commune, Grès-en-Boire, en Mayenne, qui est impactée, en tout cas les terres agricoles ont été impactées depuis quelques années par une entreprise qui s'appelle Aprochim et qui traite des transformateurs qui ont du pyralène, donc c'est un PCB, un produit très dangereux qui s'est un petit peu répandu dans la nature. Aujourd'hui, vous vous occupez d'abeilles. Est-ce que vous êtes inquiet pour vos abeilles et comment vous pouvez interpeller nos deux candidats ? La pollution d'Aprochim a été révélée en 2011. Elle perdure aujourd'hui, probablement à cause de la déchloreuse. La pollution est surtout localisée aux 500 mètres. Au-delà, l'élevage peut redémarrer sereinement. Si tout avait été fait correctement, ça n'aurait pas dû arriver. Si les services de l'État avaient été plus diligents, plus volontaires dans leur surveillance, ça ne serait pas arrivé. Et aparté rapide, ce que nous avons subi les uns et les autres, ce n'est rien vis-à-vis de ce que je subis actuellement, puisque l'administration fiscale a décidé de transformer mon indemnité suite à ce que j'ai subi en correction de revenus, donc avec une activité occulte de prestation de services. Vous avez été indemnisé parce que votre cheptel a été abattu, hein ? Alors, le cheptel n'a pas été abattu, mais j'ai été contraint d'arrêter la fabrication fromagère dans la mesure où j'étais avec des médailles d'or au concours national du chèvre fermier et en bio. Et que, pour une part, nos clients qui, pour protéger leur santé, achetaient les produits chez nous, je ne pouvais pas continuer honnêtement à les contaminer en leur refilant des perturbateurs endocriniens et leur donner toutes les chances d'attraper un cancer. Donc, j'ai été contraint d'arrêter. D'accord. Alors, Joseph, sur quel sujet vous voulez interpeller nos deux candidats là ? Donc là, sur la suite, ils pourraient, je ne sais pas s'ils peuvent le faire, puisque le but était de cet aparté rapide. Aujourd'hui, je subis les foudres de l'administration, mais tout y passe, on va faire très court. Une tentative d'escroquerie, écriture, faux en écriture, tout y passe. Je me demande honnêtement s'il y a un seul fonctionnaire du pôle fiscal de Laval qui soit honnête aujourd'hui, je le dis clairement. Ça, c'est l'aparté. Donc, derrière cette pollution... Allez, votre question, Joseph, parce qu'il faut qu'on avance. Excusez-moi de vous presser un petit peu. On parle de la pollution locale, on oublie qu'on nous bassine avec le CO2 en nous manipulant, puisque l'équivalent carbone de la 5G, c'est une véritable catastrophe. On ne cesse de nous mener en bateau. Quand les élus vont-ils faire ce qui s'impose au niveau de la transparence et de l'honnêteté? Là, je prends le cas avec l'Europe qui, la semaine dernière, vient de décider qu'à partir de 2035, il n'y aurait plus de vente de véhicules à moteur thermique. Tout à fait. Alors, on va écouter nos candidats. On a compris maintenant, Joseph, je pense qu'on a compris, pour résumer votre question, comment on peut faire entrer en compatibilité l'industrie et surtout, sans polluer, et surtout le développement agricole dans notre région, et en l'occurrence dans votre circonscription. Si vous êtes élu dimanche, qu'est-ce que vous pouvez faire à Arash Saïdi? On en revient à la question de tout à l'heure. Je vais rebondir, je vais répondre à la question tout en rebondissant à ce qu'a dit François Jernigon tout à l'heure. Il faut changer de braquet. On ne peut pas continuer comme avant. Quand François Jernigon nous explique qu'on peut continuer à artificialiser des sols comme avant pour créer des zones d'activité, mais que ce n'est pas grave parce qu'on a fait une étude, on n'en est plus au stade des constats. Les constats, on les a, on les connaît.
il faut qu'on fasse beaucoup mieux. Donc il faut arrêter d'artificialiser et développer l'activité économique sur des friches existantes. Et quand Oui, on a ça les coûte un peu industries, plus cher. alors Et bien justement, et pour les industries, c'est pareil, il faut changer de braquet. C'est-à-dire que quand une entreprise ne respecte pas les normes, à un moment donné, on ferme l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme texte de loi? Vous allez pouvoir faire des propositions de loi si vous êtes élu. L'entreprise, 11 ans après, continue à polluer parce qu'elle ne se sent pas menacée. Moi, je ne veux pas fermer les entreprises, mais je veux que l'État donne l'impression aux entreprises que si elles dérogent aux normes, elles vont avoir des problèmes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc vous voulez un contrôle accru de la part du Parlement sur l'administration? C'est embaucher plus de gens qui contrôlent. Moi, je fais confiance à l'administration française, sauf que dans la plupart des corps de contrôle, vous avez un contrôleur pour 12 000 contrôlés. Vous ne pouvez pas faire votre boulot correctement. Et après, il faut qu'au niveau des poursuites, ça suive. Si vous sanctionnez une fois une entreprise qui pollue, je peux vous promettre que derrière, plus personne ne le fait. François Gernigon. Oui, le zéro artificialisation, il est inscrit. En 2050, c'est zéro artificialisation des sols. Et d'ailleurs, en complément de ce que j'ai dit, après avoir fait un schéma d'aménagement d'une zone, eh bien, il y a ensuite les préconisations vis-à-vis des entreprises qui viennent s'installer. Aujourd'hui, il y a un regard très sévère justement sur l'utilisation des sols. Par exemple, une plateforme de stockage, eh bien, elle ne va plus s'étaler à l'horizontale, elle va s'étaler à la verticale. Donc, il y a déjà des mesures qui sont prises. Et puis, mais ce qu'il faut être plus dur avec les industriels, bien sûr, que des cas comme celui de Grésambouillard n'arrivent plus. Bien sûr, il faut être beaucoup plus sévère. Il faut que les services de l'État soient beaucoup plus sévères, avec des sanctions qui soient à la hauteur, je dirais, des enjeux. Ça veut dire que dimanche, si vous êtes élu, oui, dès lundi, ou on va dire en tout cas dans les semaines et les mois qui viennent, vous allez intervenir là-dessus? Oui, et je dirais que par rapport à tous les soucis qu'a révélé monsieur sur le plan administratif, il faut qu'il se fasse accompagner par des élus. Parce que ce n'est pas normal que les services de l'État, eh bien, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir un sujet à tiroir. Il faut que cette personne se fasse accompagner par des élus. Des élus de proximité. Voilà, exactement. Et c'est le rôle des députés. On peut être député et être élu de proximité? On a beaucoup reproché ça à la majorité sortante. Bien sûr, c'est essentiel. Quand on est maire, la proximité, on la connaît déjà. On est maire 365 jours, 24 heures sur 24. Et quand on est député, c'est la même disponibilité vis-à-vis des habitants et vis-à-vis des personnes qui ont des soucis, justement, à régler vis-à-vis des diverses administrations. Si je peux juste une seconde, toute la différence entre nous, elle est là. Monsieur Gernigon, il dit 2050. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut pas dire aux gens, si on n'agit pas demain, c'est trop tard, parce que ça les décourage. Et 2050... 2050, c'est l'année durant laquelle la France veut atteindre la neutralité carbone. Donc ça veut dire... Passer à zéro en 8 jours. Non, mais pour l'artificialisation des sols, donc jusqu'en 2050, on artificialise à gogo. Non. Et puis en 2050... C'est pas ce qu'il a dit. Ah non, justement. Non, c'est pas ce que j'ai compris. On appelle ça la transition. Et la transition, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Bon. Non, mais 25 ans, c'est un peu long. Mesures. Vous me l'accorderez. 25 ans, c'est quand même... Si vous voulez des délais plus courts, en effet, 25 ans, c'est trop long. Bon. Xavier Métais, on vous voit un petit peu opiner, voir ce combat à la distance, ou en tout doux mal entendre. Sur quel sujet vous vouliez interpeller également nos candidats de cette première circonscription de Maine-et-Loire? Sur la mobilité, aujourd'hui, on a effectivement une sortie des véhicules diesel et véhicules essence annoncés par l'Union européenne pour 2035, en tout cas les véhicules neufs. Comment réussir, en tant que député, à mobiliser les citoyens au changement de comportement pour se déplacer mieux, moins et autrement aujourd'hui, dès aujourd'hui, pour réussir justement ce pari de la sortie des énergies fossiles pour la mobilité, puisqu'on ne remplacera pas une voiture à essence ou au diesel par un véhicule électrique. On va tous devoir changer de comportement par rapport à notre mobilité. Comment allez-vous agir? François Gernigon, candidat Ensemble. Oui, c'est dès maintenant qu'il va falloir agir sur le comportement des usagers du véhicule. Alors si on parle justement des gens qui vont travailler avec un véhicule, c'est vrai qu'il est anormal qu'on ait une personne qui va peser en moyenne 80 kg et qui se déplace avec un véhicule qui fait 1 tonne. Donc il y a plusieurs enjeux là-dessus. C'est aussi l'habitant. L'habitant, il faut bien sûr, au niveau d'un département, avoir justement le département qui soit tête de file, avec ensuite les intercommunalités, ensuite les communes. Chacun aujourd'hui réfléchit son plan vélo. Les communes réfléchissent le maillage à l'intérieur de son territoire. L'intercommunalité cherche à connecter les pistes cyclables des différentes communes membres. Et puis ensuite, au niveau du département, c'est la même chose. Donc, il faut continuer à axer ce développement des mobilités douces, des pistes cyclables. Il ne faut pas que tout le monde s'entende, parce que si tout le monde fait son plan dans son coin... Oui, il y a un moment, il faut mailler. Il faut mailler. Et ça, c'est le rôle du parlementaire, de mailler. Non, mais d'accompagner. D'accompagner, bien sûr, les différentes structures, d'être là pour voir si ça avance comme ça doit avancer. Et puis, si on parle des mobilités pour le travail,
Tout à l'heure, on parlait de zones d'activité. On voit par exemple, alors je parle du territoire que je connais, donc autour d'Angers et autour de Verrières. La circonscription, c'est Angers, Angers-Centre, et après, c'est beaucoup de milieux ruraux. Bien sûr, et des intercommunalités. Et on voit que justement, l'arrivée des véhicules le matin à Angers pose problème, quels que soient les points cardinaux. Et aujourd'hui, il faut accentuer le covoiturage. Il existe aujourd'hui des plateformes, je ne vais pas faire de publicité, mais comme Blablacar par exemple, qui sont dédiées justement aux zones d'activité. Et là, il faut que nous soyons justement à l'appui des industriels et des artisans plus incitateurs pour dire voilà, il y a ça qui existe, servez-vous-en, et comment on peut justement réduire le nombre de véhicules qui arrivent à Angers ou qui repartent le soir vers les différents secteurs de résidence. Arash Saïdi. Moi, j'ai aucun doute sur la bonne volonté des gens, mais il faut que l'État, à un moment donné, impulse et donne l'exemple. Il faut que l'État, par exemple, finance les transports en commun, parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand vous allez voir les collectivités locales, elles vont vous dire « mais oui, mais j'ai pas les moyens d'eux ». Parce que si on veut y arriver, et M. Mété a raison, il faut changer de comportement. Mais ce n'est pas aux individus de se débrouiller pour changer de comportement malgré l'inaction des collectivités publiques et de l'État. C'est un petit peu à tout le monde de le faire quand même. Oui, mais il faut offrir les solutions. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette solution aujourd'hui. Il faut que l'État donne l'exemple et offre les solutions, que ce soit aux particuliers ou aux collectivités publiques. Vis-à-vis des collectivités publiques, l'État doit financer beaucoup plus les transports en commun pour que le maillage puisse être beaucoup plus fin et que les fréquences soient beaucoup plus grandes de passage des bus ou des trams, pour que les gens puissent les prendre et que ce soit vraiment une solution alternative aux voitures. Et ensuite, il faut que l'État... Moi, par exemple, si l'État dit « moi, je permets aux collectivités locales de mettre en place un service public d'autopartage pour que les gens n'aient plus besoin d'avoir chacun une voiture passe 90% de son temps à occuper 6 mètres carrés d'espace public. Eh ben moi, je considère que cet espace public, on a beaucoup mieux à en faire, et que si on a un service public de l'autopartage qui est en partie financé par l'État, en partie par les collectivités publiques, et qu'il reste une toute petite part aux particuliers, eh ben les gens ils seront prêts à lâcher leur voiture et à utiliser cette voiture qui est en autopartage une fois par semaine s'ils en ont besoin. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'une voiture 2 jours par semaine, eh ben vous avez quand même votre voiture. Moins de voitures, plus de covoiturage. Vous êtes un petit peu presque d'accord là-dessus. C'est pas pareil, l'autopartage et le covoiturage. Non, covoiturage, rentabiliser au mieux les voitures pour pas qu'elles dorment inutilement. Le covoiturage, vous comptez à nouveau sur les gens pour se débrouiller. Moi, je veux que l'État donne l'exemple. Il y a des communes qui ont mis des aides incitatives, en banlieue nantaise notamment, sur le covoiturage. Il faut que ça vienne de l'État. Très bien. Joseph Gaudin, je reviens vers vous. Et c'est le rôle du parlementaire que d'inciter ça. Très bien. Joseph Gaudin, en Mayenne, à Grès-en-Bouer, apiculteur. Parlez-nous un petit peu de vos abeilles, Joseph. Est-ce que Einstein, ça vous dit quelque chose? Il disait le jour où les abeilles seront mal en point ou sur le point de mourir, l'humanité n'en aura plus pour très longtemps. Comment vont vos abeilles et en quoi vous pouvez sur ce sujet interpeller nos 2 candidats? J'aurais pu interpeller, mais j'aurais mieux aimé rester sur ce que j'entendais tout à l'heure, qui relève du véritable bourrage de crâne, dans la mesure où aujourd'hui on essaie de faire porter le chapeau à monsieur et madame tout le monde, pendant que les autres en profitent. C'est-à-dire que la semaine dernière, ce que je voulais dire tout à l'heure, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, quand il n'y aura plus, c'est le but, de véhicules thermiques vendus à partir de 2035, cela ne vaut pas pour les véhicules produits à moins de 1000 exemplaires par an, et donc que les plus aisés pourront continuer à rouler en Lamborghini et en Ferrari quand les autres devront faire du covoiturage faute de pouvoir se payer un véhicule, c'est un bourrage de crâne sur toute la longueur. On n'en sort pas. Bon. Le CO2, neutralité CO2, moi je veux bien, mais à partir du moment où l'activité solaire du siècle dernier suit exactement la même courbe croissante que celle de la montée de la température et que celle de la teneur en CO2 dans les carottes de glace de l'Arctique, puis dans l'atmosphère locale quand on a commencé à la mesurer, vous voyez bien que le problème des énergies fossiles, il est complètement pipeau. Là, depuis 450 000 ans. Il y a un rapport qui vous donne raison aujourd'hui, Joseph Gaudin. Il y a un rapport qui vous donne raison aujourd'hui, puisqu'on s'est aperçu, malgré la crise Covid, où on voulait revenir à de l'éolien et développer tout ça, et bien que pour le développer, on utilise d'autant plus d'énergie fossile. On va écouter maintenant nos 2 candidats sur ce que vous venez de soulever, justement. Est-ce qu'on nous fait du bourrage de crâne, Arash Saïdi, là-dessus, où il y a vraiment une sincérité, parce que tout le monde veut aller dans le même sens? Non, mais moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que, mais c'est ce que je vous disais, il faut passer à la vitesse supérieure. Et effectivement... Mais le coup ceux les plus riches vont pouvoir se payer, éventuellement polluer, alors qu'on va faire porter la responsabilité sur les autres. On va faire des péages urbains.
Moi, je ne veux pas que ce soit de la sélection par l'argent. Je veux que ce soit tout le monde à égalité, tout le monde fait des efforts, et en plus, on le sait, ce sont les 1% les plus riches qui polluent quasiment autant que les 50% les plus pauvres. Et donc, pour mettre fin à ça, il faut des objectifs ambitieux, de la régulation, de l'incitation et de l'accompagnement. Mais il faut la régulation à un moment donné, on ne peut pas juste compter sur la bonne volonté. Et l'exemple des petites séries est très parlant, puisqu'effectivement, vous allez pouvoir, en faisant des petites séries, passer outre la norme. Ouais, neutralité carbone, tous ces mots-là, c'est du pipeau, allez, je vais le dire un petit peu vulgairement ou pas? C'est pas du tout du pipeau, on ne peut pas dire ça. Ce qu'il faut déployer aussi, c'est l'accès aux véhicules électriques à bas prix. L'accès aux véhicules à 100 € par mois, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place dans la ruralité, mais je veux aussi insister sur le fait que la solution, elle vient aussi du terrain. Moi, je reparle du monde économique. Voilà, il y a des chefs d'entreprise qui, sur un même territoire, ont lancé cette plateforme de covoiturage et ça fonctionne. Donc, il faut que les collectivités, par contre, appuient et mettent les moyens, mais les solutions, elles viennent aussi du terrain. Bon. Joseph Gaudin, j'aimerais vraiment que vous nous parliez de vos abeilles. Oui. Je fais une dernière tentative. Dites-nous, ces abeilles, est-ce qu'elles vont encore, pendant longtemps, pouvoir butiner et produire du miel et sauver l'humanité ou pas? Ou alors, il y a vraiment un danger sur lequel j'aimerais que vous interpelliez nos candidats. Là, souhaitons que ça aille jusqu'à la fin de l'année. On a eu l'an dernier la pire année depuis le début du siècle en matière de récolte de miel. En France, à l'échelle, je dis bien nationale, on était partout pareil. Cette année, elle se présente comme étant la meilleure depuis le début du siècle. Donc on a l'alternance totale. Mais le problème, il est multiple. Il y a quand même 13 000 apiculteurs qui ont disparu les 10 dernières années en France. Ça n'est pas une bagatelle. Il y a le frelon asiatique, il y a le varroa, nous sommes bien d'accord, mais quand il y a une mortalité anormale comme l'an dernier, avec parfois 60% de casse, et que, a priori, ce seraient les fongicides, les SDHI qui en seraient responsables, que font les élus pour continuer à laisser perdurer cette pollution qui n'est pas sans incidence? La question est très claire, Joseph. La question est super claire. Merci beaucoup, Joseph. François Jernigon, que font les élus? Que font les élus? Ou que veulent-ils faire s'ils sont élus? Oui. Les abeilles, quand elles sortent de la ruche, elles font maximum 3 km pour aller butiner le pollen nécessaire. Et il est vrai que lorsqu'il y a de l'épandage, je dirais, de produits phytopharmaceutiques qui se répandent donc dans les champs, eh bien, ça désoriente complètement l'abeille. C'est pas le produit qui la tue, mais ça la désoriente. Et en fait, elle n'arrive pas à rentrer dans la ruche, et donc elle meurt. Et il est vrai que depuis 20 ans, il y a à peu près 50% de la production qui a diminué, non pas par l'arrêt d'activité des apiculteurs, mais c'est un rendement par ruche qui est reconnu qu'il y a une perte de 50% de production. Et c'est là qu'il faut sauver l'abeille. Et je suis entièrement d'accord avec cet apiculteur. Et aujourd'hui, il y a un plan qui est... Alors, je ne sais pas si c'est ce plan qui permet justement d'avoir sauvé la récolte l'année dernière, mais un plan qui permet justement de faire gagnant-gagnant avec les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la pollinisation concernant les arboriculteurs et des fruitiers, c'est l'abeille. C'est l'abeille. Et donc, c'est du gagnant-gagnant entre le monde agricole et les apiculteurs, où il faut qu'il y ait un terrain d'entente sur les heures d'épandage et puis les moments où il faut épandre ou pas. Voilà, mais à ce moment-là, il ne faut pas demander à être député. Le député, il fait la loi et il ne compte pas juste sur la bonne volonté de deux voisins. Non, mais il faut que la loi le dernier mandat, là, pendant 5 ans, on n'a rien fait sur les pesticides, les glyphosates, les phytos. On a encore reculé. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Plus on recule l'échéance et moins on agit. Là, aujourd'hui, il faut fixer une date. Le dernier mandat a été un mandat perdu pour la lutte contre la pollution. Et là, il faut agir dès maintenant et changer de braquet, changeant de majorité. Le plan de pollinisation, ça y est, il est en place et il va s'accentuer dans les semaines qui viennent. La réponse, dimanche, on saura lequel de vous deux représentera les électeurs de la première circonscription de Maine-et-Loire. François Jernigon, candidat Ensemble, merci beaucoup. Arash Saïdi, candidat NUP, merci beaucoup. Merci beaucoup, Xavier Mettel, France Nature Environnement, Duplex avec nous d'Angers. Merci Joseph Gaudin, apiculteur à Grésambouère en Mayenne. Deuxième débat dans quelques instants. Juste avant, on va vous montrer un reportage parce que depuis septembre dernier, on produit, figurez-vous, de l'hydrogène vert en Vendée. Une première mondiale, une énergie propre, peut-être d'ailleurs celle de l'avenir, celle sur laquelle en tout cas mise l'entreprise Life. Reportage de Nicolas Couadou et Antoine Robert. C'est une inauguration en grande pompe pour l'usine Life, fière de présenter son projet. Derrière ses murs, la start-up nantaise pompe de l'eau de mer, retire le sel et sépare l'hydrogène de l'eau, le tout branché directement sur les éoliennes. C'est ce qu'on appelle de l'hydrogène vert.
Et l'entreprise devrait en produire 1 tonne par jour d'ici quelques mois, de quoi alimenter les transports en commun et les camions d'une ville comme La Roche-sur-Yon. Si on voulait alimenter Nantes, il faudrait faire 10 fois ça, produire 10 fois ce qu'on fait ici, c'est-à-dire 10 tonnes par jour. Et c'est aujourd'hui ce qu'on est en train de développer partout en Europe, c'est minimum 10 tonnes d'hydrogène par jour. En attendant, de nombreuses entreprises se sont déjà alliées à Life pour s'alimenter en hydrogène, comme le groupe Lidl, qui utilisera cette énergie verte pour ses chariots élévateurs. Nous avons donc signé sur cette partie-là donc un engagement pour avoir 90 chariots à hydrogène directement sur un partenariat avec Life. Si les usines de production d'hydrogène existent déjà, les relier directement à une éolienne est une première mondiale. Mais le département veut encore aller plus loin. La Vendée doit être cette locomotive, une Vendée qui a 250 km de côte. Si nous n'enclenchons pas cette transition énergétique, nous serons les premières victimes et nous l'avons vu déjà avec Xynthia. L'élévation du niveau des océans passera par la Vendée. La France a prévu d'investir 7 milliards d'euros dans la filière de l'hydrogène vert d'ici à 2030. Voilà, fini le fossile, vive l'hydrogène vert. Deuxième débat à présent, toujours sur le cadre de l'environnement, notre cadre de vie dans la région des Pays de la Loire et plus exactement sur une circonscription, la 10e de Loire-Atlantique. Je vous rappelle, il y a toujours le QR code qui s'affiche en bas de votre écran et qui est un lien vers notre site internet sur lequel vous retrouverez tout un dossier consacré à ces élections législatives dans notre région, les 30 circonscriptions, leur présentation, les duels du second tour, puisqu'il y en a déjà un qui a été élu, il y a encore 29 sièges à pourvoir, les enjeux locaux et nationaux, des reportages, etc., etc. Bonjour Sophie Errante. Bonjour. Vous êtes députée sortante LAREM et vous changez d'appellation, candidate ensemble sur cette 10e circonscription de Loire-Atlantique. Vous avez fait 31,5% à peu près au premier tour. Bruno Caïto, bonjour. Bonjour. Candidat NUP sur cette 10e circonscription de Loire-Atlantique, vous avez fait 30%, 29,9 je crois, mais 30% au premier tour. Vous êtes donc tous les deux en lice et on saura dimanche lequel ou laquelle d'entre vous ira siéger pour les 5 ans qui viennent. En duplex avec nous, je vais vous présenter 2 citoyens. Esther, tout d'abord, Esther Lecordier. Bonjour Esther, vous êtes étudiante et vous allez questionner nos 2 candidats sur le climat, qui est l'un de vos sujets d'inquiétude pour l'avenir, on peut vous comprendre. Et en duplex de Rezé, en Loire-Atlantique, au sud de Nantes, Paolo Ferreira. Bonjour Paolo Ferreira, président du COCETA. Le COCETA, c'est pas un gros mot, c'est le collectif des citoyens exposés au trafic aérien de l'aéroport Nantes-Atlantique, un collectif qui existe depuis 4 ans maintenant. Une question générale. J'aimerais vous montrer un chiffre, une petite palette à tous les deux, Monsieur Caïto, Madame Errante. Les gaz à effet de serre, 70% des gaz à effet de serre proviennent de l'utilisation de l'énergie. On le voit, c'est toute la partie droite. L'énergie dans les transports, dans nos résidences, dans les bureaux, dans l'industrie, etc., etc. Les Pays de la Loire, il faut le savoir, produisent 7% des émissions de gaz à effet de serre en France, alors que nous n'occupons que 6% du territoire. Vous voyez, donc on en produit beaucoup et on a une faible densité de population par rapport à la Bretagne, par rapport à la région des Hauts-de-France. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Si oui, comment ? En ce sens, qu'est-ce que vous pourriez proposer, Madame Errante, si vous allez siéger pendant 5 ans au Palais Bourbon, pour qu'en Pays de la Loire, on produise moins, on vive mieux ? En Pays de la Loire, alors moi je vais reprendre aussi Loire-Atlantique. Tout à fait, votre circonscription. Voilà, la circonscription. Et vous savez que l'air, il ne s'occupe pas des circonscriptions, il passe partout. Mais par rapport au territoire et par rapport à ce qui a déjà été fait ou par rapport à ce qu'on pourrait intensifier, ce qu'il faut faire de mieux. On a vraiment le sujet de la mobilité et des transports. Et je pense que ça et l'industrie, évidemment. On est aussi un territoire où il y a beaucoup de transports, beaucoup d'industrie. La mobilité est un enjeu et aujourd'hui elle est surtout automobile. On a un vrai enjeu parce qu'on a réussi à faire du transport pour aller vers Nantes. On a encore besoin d'intensifier le tram-train et de cadencer. C'est ceux qui ne connaissent pas bien la région, entre Clisson et Nantes. Et on a besoin d'intensifier les cadencements. Aujourd'hui, on a quand même un petit sujet sur les heures de pointe où ça mériterait qu'on puisse accélérer les cadencements. On a un vrai sujet sur l'utilisation de la voiture, du véhicule, où là, aujourd'hui, on a une dépendance, surtout quand on fait des jonctions qui sont transversales. C'est-à-dire quand on ne va pas forcément vers Nantes et qu'on veut relier d'Yvette-sur-Loire aux Sorinières, tout de suite, ça pose un autre sujet, c'est qu'on n'a pas forcément la connexion dans les transversales. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer, mettre en place ? Alors, pas forcément de nouvelles lignes. Je pense qu'il y a aussi eu ce qu'on appelle le covoiturage. On en a beaucoup parlé, mais il y a des parkings de covoiturage. Les entreprises ont décidé aussi de faire du covoiturage interne avec leurs salariés. J'ai échangé avec beaucoup d'entreprises sur ce sujet-là. D'abord pour des économies,
mais des économies d'énergie, mais des économies financières aussi, et puis sur l'impact que ça pouvait avoir dans notre cadre de vie. On est très content d'habiter là. Il y a une grande satisfaction pour vivre ici, mais il nous reste encore à faire des efforts, y compris sur le transport routier, parce que je reviens sur l'hydrogène. Aujourd'hui, le transport routier mériterait de passer à l'hydrogène. Bruno Caïto, mobilité. Oui. Alors moi, comment peut-on faire mieux? Si vous êtes parlementaire dès dimanche soir, qu'est-ce que vous pourrez proposer? C'est une vraie difficulté, les questions de mobilité, effectivement, mais je pense qu'il faut avoir une approche beaucoup plus globale. Il y a une vraie problématique en termes d'émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement et au déplacement automobile. C'est particulièrement significatif. Derrière tout ça, il y a la question de l'habitat qui est posée, parce que si les gens se déplacent, c'est le plus souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens de résider au plus près de leur lieu de travail, effectivement. Donc se pose aussi la question de l'habitat. Et à l'échelle de notre circonscription, on sait que c'est un vrai problème. Il y a une révision du SCOT actuellement sur 23 communes, de communautés de... Le SCOT, on rappelle ce que c'est? C'est le schéma de cohérence territoriale, qui doit définir les orientations, les grandes orientations en termes d'habitat. Et donc il y a des choses à réfléchir pour effectivement réduire les déplacements des salariés qui le plus souvent se déplacent sur l'agglomération nantaise. Vous voyez, moi par exemple sur ma commune, plus de 80% des personnes qui sont salariées, qui sont en situation de travailler, se déplacent sur l'agglomération nantaise. C'est quelle commune? Les Sorinières. Voilà. Et c'est pas un cas isolé, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent à l'échelle de la circonscription. Donc il y a des réponses à apporter en termes d'habitat. Donc rapprocher l'habitat du lieu de travail des gens et covoiturer, inciter les entreprises à le faire, et notamment l'hydrogène vert pour les transports en commun. Donc on va une approche globale. On va aller voir Esther. Esther Lecordier, qui est étudiante. Rebonjour Esther. Vous vous inquiétez, et c'est légitime, on peut le comprendre, vu en tout cas votre âge, et on vous souhaite une longue vie avec un climat meilleur. Qu'est-ce qui vous inquiète fondamentalement et en quoi vous pouvez questionner nos deux candidats sur le climat? Alors, je peux avoir plein de questions. Je vous avoue que moi, je ne suis pas une experte sur le sujet. Je suis étudiante. Du coup, avant de venir ici, j'ai fait quelques recherches. Moi, j'avais une question pour Sophie Errante. J'ai regardé un peu ce que vous avez fait pendant le dernier mandat. Du coup, vous étiez députée. J'ai vu que vous aviez voté pour la prolongation de l'usage des néonicotinoïdes, qui est en gros, sur les betteraves, qui est un produit dangereux, notamment pour les abeilles, et que 2 fois, vous êtes abstenu sur la loi visant à interdire le glyphosate. Je voulais comprendre pourquoi ces décisions. Alors, sur les néonicotinoïdes, alors ça, c'est un sujet que je suis déjà depuis longtemps, parce que c'était aussi au mandat précédent. J'ai eu la chance de travailler sur l'affichage environnemental et sur toutes ces questions aussi de la santé environnementale, sur l'histoire de la betterave et sur l'histoire du glyphosate. En fait, sur comment on appelle ça, le fait de continuer à l'utiliser uniquement pour la jaunisse, au niveau des betteraves, c'est d'éviter en fait la conséquence négative d'arrêter une production en France pour importer un sucre produit avec du glyphosate qui vient de l'étranger. C'est-à-dire, on a un besoin aujourd'hui de cette production-là, donc on ne pouvait pas la stopper, on ne pouvait pas se permettre en fait de s'interdire l'utilisation d'un pesticide en France pour importer un produit qui l'utilise ailleurs. C'est-à-dire, c'est là, ça veut dire qu'on fait porter la responsabilité de la production dans des mauvaises conditions ailleurs pour importer le produit final. Donc, on a choisi de continuer la recherche pour trouver l'alternative et de laisser l'utilisation du glyphosate le temps de chercher l'alternative. C'est-à-dire que ce n'est pas un blanc-seing, ce n'est pas le fait de dire on s'en fiche puisqu'on a arrêté tous les autres, mais c'est vraiment de dire sur cette production-là, en fait, l'arrêt serait pire que de continuer. Très bien. Sur les vignes, il y a beaucoup de vignobles. C'est le vignoble nantais, cette 10e circonscription. Il y a 6730 hectares. Si les chiffres sont à peu près exacts, il y a eu pas mal d'arrachages ces 10 dernières années. Vous avez des inquiétudes, vous, Bruno Caïto, ou pas, par rapport à la pollution, à l'air ambiant? Est-ce que les viticulteurs que vous rencontrez vous alertent là-dessus? Et en quoi vous pourriez agir si vous étiez élu? Bien sûr qu'il y a des inquiétudes. Et moi, j'ai rencontré des vignerons, des exploitants. Et aussi, oui, vous m'avez compris. Et aussi des salariés
et qui sont touchés de près par l'usage des produits phytosanitaires. Il y a aussi les habitants. Je pense qu'il y a des règles à revoir en ce qui concerne lorsque les vignes sont traitées, mais c'est valable pour tout le milieu agricole par rapport aux distances et la proximité des habitations. Je pense qu'il y a des choses à revoir de manière particulièrement significative. Au-delà de cet aspect des choses, moi, ce que je voulais affirmer, c'est que la question qui est posée, c'est la question du modèle économique agricole aussi. Et on voit bien que sur notre territoire, on a notamment une agriculture industrielle qui est consommatrice notamment de l'eau, qui utilise donc des produits sanitaires de manière assez conséquente, avec des conséquences aussi en termes de santé. Donc c'est aussi une question de santé publique. Et donc, moi, je défendrais le principe de réduire de manière très conséquente l'usage de ces produits-là et d'accompagner aussi, bien évidemment, tout le secteur agricole et viticole. Paolo Ferreira, président du COCETA, collectif des citoyens exposés au trafic aérien de l'aéroport Nantes-Atlantique depuis 4 ans maintenant. Vous êtes président depuis quelques mois maintenant. Il n'y a pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avait dit non, c'était en janvier 2018. Depuis, est-ce qu'il n'y a plus du tout de nuisance? Est-ce que là, vous êtes dans votre jardin, je crois qu'on n'entend pas d'avion autour de vous, il fait bon vivre, à Rezé, dans toute cette partie du sud de Nantes, au-dessus duquel les avions passent? Alors oui, il fait bon vivre effectivement. Donc j'habite Rezé dans un quartier qui s'appelle Trentemou. On est à 2 encablures en fait du centre de Nantes, donc à 2 km en fait du passage Pommeraye. Voilà, comme ça vous donne une idée. Donc autant vous dire qu'on est au centre-ville. Donc vous évoquez Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes est un sujet qui est loin derrière nous. On va parler de Nantes-Atlantique plutôt. Est-ce qu'il y a encore des nuisances? Voilà. Merci. Alors oui, il y a de plus en plus de nuisances puisque le trafic revient puisqu'il y a eu une petite pause grâce au Covid. Et on avait un petit peu oublié de ce que c'était que d'être exposé au trafic aérien avec les nuisances que ça suppose. Donc je parle du bruit, je parle de fréquence de passage des avions et je parle aussi à tout ce qui est dégagé et tout ce qui se dégage dans l'air. Donc ça se sent et puis à un moment donné, ça a aussi un impact sur la santé. C'est largement démontré par toutes les études scientifiques. Alors voilà, je trouve que c'est un cas d'école qui est extrêmement intéressant pour tout ce qui s'agit de la question de l'aménagement des territoires. Là, on a un cas où on a une problématique autour d'un aéroport que l'État donc s'apprête à développer donc sur 40 ans en doublant le trafic, ce qui est absolument inédit, pour arriver donc à un trafic qui correspond à un avion toutes les 2 à 3 minutes, avec en plus un réaxage, c'est-à-dire que les Nantais vont découvrir au-dessus de leur tête un avion toutes les 2 à 3 minutes. Alors tout cela, donc en matière de démarche, ça se fait en totale opacité, contrairement à ce qui avait été vendu, de manière non concertée, notamment avec les élus et les associations locaux, sans prendre en compte les problématiques que cela suppose, environnementaux et des problématiques autour de la santé publique. Et en plus, d'un point de vue économique, ça n'a absolument aucun sens. Allez, la question, elle est simple, elle se fait en 2 temps. Alors la question, c'est qu'est-ce que ça vous inspire en tant que citoyen ce cas d'école-là, et qu'est-ce que ça vous inspire en tant que futur député en matière de loi? Est-ce que vous estimez que la loi protège ces questions d'aménagement du territoire, et est-ce que les priorités sont bien fixées au bon endroit? Sophie Errante. Alors, moi, pour un peu connaître le sujet, puisque je me suis pas mal penchée d'abord au mandat précédent, mais à celui-là aussi, une consultation a été menée. Nous avons rencontré les associations après la décision, parce que je rappelle quand même qu'il fallait une décision courageuse. Quelqu'un l'a prise, le président de la République et le Premier ministre. Bien évidemment, ça a fait des déçus, on va dire, pratiquement à tous les étages. Moi, j'ai un problème. En tout cas, je voudrais échanger sur la forme, puisque là, ce que monsieur veut nous transmettre, c'est qu'il y a un problème dans le dialogue, dans la concertation et dans le partage. Moi, j'ai beaucoup œuvré aussi avec les enquêtrices sur la consultation. On n'a été que 2 députés à répondre aussi aux enquêtes et à donner notre avis. Moi, je pense qu'on ne peut pas, et Nantes ne peut pas se passer d'un aéroport. Maintenant, lequel ? Pourquoi faire? Moi, j'aimerais qu'il y ait un vrai pôle. Quand vous dites lequel, ça veut dire que vous envisagez encore un déménagement de l'aéroport? Non. Je dis qu'aujourd'hui, Nantes-Atlantique doit devenir un pôle multimodal.
on n'est pas que sur un aéroport, on est sur un aménagement du territoire avec du tram-train, avec du chronobus, avec un environnement. Sur la fréquentation aéroportuaire, pour moi aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut fermer l'aéroport de Nantes-Atlantique. Si c'est ça la solution ou l'alternative, ça ne paraît pas être plausible. Maintenant, mettons-nous d'accord sur quelles conditions, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, et là c'est métropole comme les territoires, avec la région, c'est pas que les uns contre les autres, c'est ensemble. Il doit y avoir un vrai dialogue. Et là, c'est à nous de l'exiger auprès de l'État et auprès de la Première ministre. Elisabeth Borne est venue, c'est la seule ministre aussi qui nous a fait quand même le déplacement. Elle était ministre des Transports, mais à cette époque-là, elle a assumé de venir. Et je pense qu'elle connaît, je suis sûre qu'elle connaît très très bien le sujet. Elle sait que nous serons de toute façon exigeantes sur ce qui va advenir de ce sujet. Bruno Caïto. Oui, alors moi je pense qu'il faut réduire et essayer de contenir le développement du trafic aérien parce qu'il est notable, et moi j'habite les Sorinières, qu'il y a des nuisances sonores, de la pollution. On est à un peu plus de 7 millions de passagers à l'aéroport Nantes-Atlantique sur une année hors Covid. La dernière année, 2019, avant Covid, c'était 7,2 millions. Et là, on voit bien que l'activité aérienne reprend. Donc je pense qu'il faut contenir le développement des transports aériens, et ça passe notamment par le développement du transport ferroviaire. Sauf que je pense notamment à la loi LOM, la loi d'orientation sur les mobilités, à l'initiative de l'actuelle Première ministre quand elle était ministre des Transports, qui ouvre à la concurrence notamment le secteur ferroviaire. Et les lignes tram-train, ça nous concerne nous avec la ligne Clisson-Nantes, donc je pense que ça ne va pas du tout dans le bon sens. Je pense qu'il faut travailler à développer le ferroviaire aussi. Alors on a raté une opportunité dans la loi Développer le ferroviaire pour soulager un peu l'aérien. Bien sûr, dans la loi climat et résilience, notamment pour tous les déplacements jusqu'à 4 heures à l'échelle du territoire national, et donc positionner le transport ferroviaire. C'est même jusqu'à 2h30 qu'on privilégie maintenant. Oui, ou 2h30. Et donc aller vers le développement du ferroviaire, les trains de nuit aussi à l'échelle nationale. Alors, Paolo et internationale. Ferreira veut réagir, on le voit un petit peu. Allez, de façon assez rapide, Paolo, si vous pouvez. D'accord, très rapidement, on parle de courage en arrêtant le chantier de Notre-Dame-des-Landes. Je dis pourquoi pas, mais cela dit, c'est une demi-décision, puisque le problème n'est toujours pas résolu. Encore une fois, il est de notoriété que l'aéroport, là où il est situé, va poser des problèmes de nuisance, d'autant plus qu'on va doubler le trafic par rapport à ce qui était prévu. Donc encore une fois, sur un site situé Natura 2000 Ramsar avec une qualité de biodiversité remarquable, et encore une fois sur une zone extrêmement urbaine. Donc on n'a pas répondu à la problématique. Ma question, elle est simple. L'État va signer dans quelques mois, sans concertation, un contrat qui va engager le territoire sur 40 ans et sur un chiffre qui n'a pas pour objectif de réduire. La concession de l'aéroport doit être renouvelée. Le trafic. Et oui, absolument. Et en plus, elle aura pour dimension économique le fait qu'on va doubler le trafic. C'est un impondérable. Donc quand on me dit on va discuter, pardonnez-moi, il sera trop tard. Alors qu'est-ce que vous attendez concrètement, Paolo Ferreira, de nos deux candidats là, pour cette élection législative, qu'ils pourraient ensuite proposer en termes de loi? Voilà. Je voudrais déjà qu'il y ait un engagement pour tout faire pour surseoir la signature de ce contrat qui n'a aucun sens, qui n'a absolument pas été concerté et discuté. Et en plus, qui fait l'objet d'une opacité terrible, puisqu'il y a des études qui sont sorties qui remettent complètement en cause l'intérêt du projet, et en plus le côté néfaste de ce projet-là, notamment en matière de particules ultra fines. C'est connu de manière officieuse et c'est pas encore sorti. Moi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils s'engagent à surseoir cette signature et à effectivement intégrer un cadre légal, un cadre législatif qui permette de mettre en priorité l'environnement et la santé publique sur les questions d'aménagement. Allez, réponse de nos candidats. Les questions évidemment économiques et socio-économiques. Voilà. Oui, sur cette question-là, d'abord, il y a déjà eu un sursis sur cette décision. Nous l'avions demandé, nous l'avons obtenu, que ça n'ait pas lieu justement maintenant et qu'on puisse retrouver de l'apaisement avec les nouveaux parlementaires élus suite aux élections, attendre de toute façon les élections présidentielles aussi, puisque ça devait avoir lieu en pleine période. Et sur la méthode, de la même manière, comme je vous l'ai dit, nous avons une exigence, et quand je dis nous, c'est Aude Amadou et moi-même, puisque nous sommes les deux parlementaires. C'est la parlementaire de la 4e circonscription. De Rezé, par exemple, qui s'est beaucoup impliquée sur le sujet. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une vraie concertation et qu'on ne reste pas dans cette situation-là. Bruno Caïto. Oui, alors sur la concertation, moi j'ai des réserves. Rapidement, en tant qu'élu Sorinière, nous avons sollicité le préfet, nous avons fait part de toutes nos
nos remarques en son temps, notamment lors de la concertation, pseudo-concertation qui s'était mis en œuvre sur les questions d'extension de l'aéroport, parce que la problématique était posée. Donc moi, je suis très, très réservé. Je partage le principe de surseoir donc à la concession. Derrière tout ça, il y a la vraie question qui est posée, c'est comment on organise les choses en ce qui concerne la gestion de l'ensemble des aéroports sur le territoire. Et nous, on est plutôt pour aller vers une gestion qui soit une gestion publique et non pas des concessions à des groupes comme Vinci, qui sont là pour faire de l'argent au mépris des problématiques de santé et sanitaire aussi. Esther Lecordier est toujours avec nous. On va revenir vers vous, Paolo Ferreira, je ne vous oublie pas. Esther Lecordier, étudiante, vous, le climat, qu'est-ce qui vous inquiète concrètement? Tout à l'heure, vous avez interpellé nos candidats, mais c'est quoi? C'est le fait de le réchauffement climatique, le fait que la Terre soit polluée, qu'on n'est pas sûr de l'air qu'on respire? Qu'est-ce qui vous préoccupe, au point que vous vous engagez d'ailleurs parfois? Moi, je pense que ce qui m'inquiète le plus, c'est en fait le mensonge des politiques. Et du coup, je vais poser des questions là-dessus. En fait, aujourd'hui, tous les partis disent oui, le problème écologique, ça doit être une priorité. Il y a par exemple la nouvelle ministre de la Transition écologique qui s'est exprimée il y a quelques jours en disant que on se trompait dans nos gestes individuels et que quand on éteignait nos lumières, alors que quelques secondes après, on envoyait un mail avec une pièce jointe, c'était problématique. À côté de ça, le gouvernement Macron, en fait, moi, je me pose un peu la question si c'est pas juste un jeu de façade où il y a beaucoup de paroles mais pas beaucoup d'actes. J'ai plusieurs trucs dont on peut parler. La Convention citoyenne pour le climat, qui est un groupe de 150 personnes qui ont créé 149 mesures. Il n'en reste que 10, alors que Macron avait dit qu'il y aurait une retranscription sans filtre. L'accord de libre-échange économique commercial entre l'Union européenne et le Canada. D'ailleurs, Madame Sophie Errand, vous avez voté pour. Aujourd'hui, les accords de libre-échange, en fait, c'est problématique pour les questions climatiques. Il y a aussi la problématique des trains. Par exemple, en Allemagne, face à cette problématique écologique, ils ont mis un pass où tous les trains sont à 9 € pour tout le monde, en fait, pendant notamment l'été, mais tout le temps. Nous, on avait le pass TER jusque-là, les jeunes, pour pouvoir voyager comme on le voulait. Aujourd'hui, il y a la suppression de ça. Et puis, pour finir, un énorme projet qui s'appelle le projet EACOP, qui est un projet de 34 millions qui va produire 34 millions de tonnes de CO2 par an. C'est un projet pétrolier de 1443 km d'oléoduc chauffé qui va passer en Ouganda et en Tanzanie. Face à ça, Macron n'a rien dit. Il a même envoyé une lettre confidentielle au président, mais qui finalement est sortie en disant, je cite, « une opportunité majeure d'intensifier le commerce entre nos deux pays et développer davantage notre coopération ». Est-ce que finalement on ne ferait pas de l'écologie de façade en disant, oui, je vais agir? Il a dit aussi que la France ne va plus subventionner aucun projet d'énergie fossile à l'étranger. On va répondre là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses, Esther. C'est très intéressant ce que vous dites. Mais entre les mails, le numérique, le train, la convention climat, les pétroliers. Allez, on va commencer avec Bruno Caïto. Est-ce qu'il y a de l'esbrouf? Est-ce que c'est de la façade ou pas? Ou il y a une réelle volonté? Et s'il n'y a pas de réelle volonté de la part du président que vous ne soutenez pas, qu'est-ce que vous proposez? Déjà, il faut revenir sur le bilan. Il y a une mandature quand même. Il faut rappeler que la France a été condamnée pour une action climatique à l'initiative d'une judiciarisation de plusieurs associations par le tribunal administratif de Paris. Tous les engagements pris par Emmanuel Macron ont été piétinés, notamment en termes de réduction des gaz à effet de serre, à tel point que d'ici 2030, on va être obligé de doubler les objectifs, donc de passer à 40%, tout en intégrant le principe qu'on est en deçà des objectifs qui ont été arrêtés au niveau européen. Alors fort de ce constat que vous n'appréciez pas, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes parlementaire? Alors nous, qu'est-ce qu'on propose? On propose de se situer dans une rupture par rapport c'est une question de modèle économique aussi. Si on parle de notre circonscription, donc nous, on a un territoire agricole et viticole particulièrement important. Ce qu'on veut, c'est notamment développer l'agriculture paysanne locale, les circuits d'approvisionnement alimentaire courts, pour apporter des réponses sur toutes les questions alimentaires et aussi en termes de produits sains. C'est aussi une question de santé publique par rapport à la malbouffe, le diabète. Donc relocaliser pour vous, ça préserve le climat? C'est ce que je comprends, pas ce que vous dites. Ça contribue, oui, tout ce qui relève des circuits courts notamment. C'est la création aussi de 300 000 emplois. Le local plus que le circuit court. Parce que le circuit court, c'est les intermédiaires. Oui, c'est la création de 300 000 emplois sur le secteur de l'agriculture aussi. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont posées. Sophie Errand. Oui, par rapport au bilan et par rapport à ce qu'on a réussi,
pas réussi. Parce qu'en fait, il faut aussi être capable de reconnaître qu'il y a eu des difficultés. Et là, je vais prendre les 10, 20, 30 dernières années. Ce qui nous a beaucoup fracturé, ce qui a créé aussi cette espèce de crispation aujourd'hui, et je réponds à notre étudiante, c'est que nous avons pris des décisions, puis nous les avons arrêtées, puis nous avons changé les décisions. Et là, sur cette idée de planification, je pense que si on veut réellement avoir des objectifs bien définis, comme on les a pris pour 2050, c'est une planification. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de changer d'orientation et de décision au coup par coup. Et surtout changer les dates et les échéances. Il faut assumer. On l'a vu sur les éoliennes en mer, on l'a vu sur les énergies. Mais la neutralité carbone en 2h50, c'est un objectif raisonnable. Oui, mais oui, parce que bon, moi j'ai échangé avec M. Jancovici. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur et Shift Project. J'ai échangé, je les ai reçus, on a passé beaucoup de temps ensemble et je pense qu'il faut écouter ces propositions. Aussi, je reviens sur les questions d'Esther. Il y a de l'esbrouf ou pas? Est-ce qu'à chaque fois, il y a de la sincérité derrière ou des fois, on enjolive un petit peu les choses quand on est à la tête de l'État? Moi, je pense qu'il faut aussi remettre du crédit sur ceux qui prennent des décisions qui sont parfois courageuses. Encore une fois, moi, je veux bien qu'il y ait, comment dirais-je, oui, du mal et du bien. Voilà, il y a des choses qui ont été bien faites et d'autres qui ont été peut-être mal faites. Mais il y a de la sincérité, c'est ce qu'on comprend. Mais bien sûr, moi je l'ai mis en œuvre depuis 2008 en tant que maire. Je l'ai fait en tant qu'élu local, je l'ai fait en tant que député. Je me suis investi. Après, bien évidemment, on vient, et c'est normal, faire des reproches. On ne sait pas si à la tête de l'État ils sont sincères, mais Sophie Errand vous dit qu'elle l'est et Bruno Cailleteau également. Merci beaucoup Esther, on aurait continué à parler avec beaucoup de plaisir. Malheureusement, le temps nous manque. Merci aussi Paolo Ferreira, président du collectif des citoyens exposés au trafic aérien de Nantes Atlantique. Merci Sophie Errand. Bonne fin de campagne à vous. Bruno Cailleteau également. Que le meilleur gagne. On verra ça dimanche, soirée sur France 3 Pays de la Loire, bien évidemment. 19h, deuxième tour. N'oubliez pas d'aller voter, c'est quand même assez important pour notre démocratie. Ça la fait vivre. Et puis ensuite, les résultats sur France 3 à partir de 19h. Restez avec nous tout de suite. Vous allez retrouver Amélie Lepage qui va vous présenter le journal de 19h et avant des reportages. Très belle soirée à toutes et à tous. Et à demain, 18h30. Chaque voix va compter.